Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 15, en public avec vos questions à l'Ouest Hurlant, 4e et dernière partie. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. Fin de notre conversation au long cours sur cette saison avec vous, et on remercie encore le festival l'Ouest Hurlant à Rennes, qui se tient au printemps, et qu'on vous invite à aller voir et soutenir, avec les liens qui sont dans la description de l'épisode. Qui d'autre ? Alors, est-ce que tout le monde qui... Voilà, maintenant que les activités sont faites, est-ce que vous pouvez tous lever la main pour qu'on voit, parce qu'il nous reste un peu plus de... Il nous reste 10 minutes. Qui aura envie de poser une question ? Une là, et c'est tout. Oh, ok, très bien. On va essayer d'être un peu plus court. Ouais, mais je suis content, personne ne sortira a priori frustré, du coup. Alors bonjour, j'ai un souci moi lorsque j'écris, c'est que là, je commence toujours à avoir une idée qui arrive, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et en fait ça finit par complexifier énormément le livre, et je n'arrive plus à savoir quelles sont les idées qui améliorent mon idée de base, ou quelles sont les idées qui sont en train de noyer mon idée de base. Comment vous faites le tri entre ces idées parasites positives ou négatives ? Finir le premier jet. Il y a Joe Michael Straczynski, donc, qui est showrunner de Babylon 5, etc. Il a une expression que j'aime beaucoup. Il dit « Je commence par écrire tout ce que je veux et tout ce que je peux sur un sujet. Ensuite, je réduis à tout ce qui est utile. Et enfin, je réduis à tout ce que je dois. » Je crois que c'est à peu près dans cet ordre-là. Mais en tout cas, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment qu'il commence par... En gros, le premier jet, comme disait Pratchett, ça sert qu'à s'expliquer l'histoire. Donc, moi, j'ai tendance à dire « Allons-y, balance. Mets tout ce que tu peux, peu importe, tu sens que ça part dans un autre sens, c'est pas grave. Tu verras quel est ton premier jet et qu'est-ce qui était vraiment ton projet une fois que le premier jet sera fini. Et ton premier jet, il va ressembler à rien. Hein. Mais c'est à ça que sert un premier jet aussi. C'est vraiment l'idée. Une fois que tu auras fini le truc et que tu le reliras avec le recul, tu verras où sont les lignes de force et tu pourras du coup ébarber les foisonnements, à mon avis. Après, comme on a promis des réponses différentes, voilà. C'est une très bonne technique. Hein. Il y en a d'autres. Alors, quelques techniques de scénariste sur ce coup, mais qui peuvent vraiment être utiles pour ça. En fait, moi, par exemple, quand je fais du roman adulte, je bosse beaucoup comme Lionel, sans Obsidian. Je veux dire, dans la manière vraiment d'envisager l'écriture, quand je fais du young adulte, parce que je cherche quelque chose d'un peu différent, je bosse beaucoup comme une scénariste. Et donc, 2-3 trucs. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi travailler sur synopsis. Vous écrivez vraiment toute votre histoire et vous voyez sur synopsis ce qui sert ou sur ce qui sert pas. Si vous voulez être un peu plus précis, vous faites un scène à scène. Vous mettez vraiment toutes les scènes du livre les unes après les autres. Vous voyez comment elles s'enchaînent. Et par exemple, vous voyez s'il y a des enchaînements forts entre les scènes de cause à conséquence ou si c'est juste des enchaînements faibles du style et puis. Donc là, vous coupez les et puis. Une autre méthode, c'est de bosser avec des surligneurs. Certains connaissent la méthode dans la salle, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, la méthode surligneur, c'est... Vous surlignez, en gros, vous prenez les principaux éléments, genre, j'en sais rien, donc si c'est une histoire avec des loups-garous et de la politique municipale en Vendée, je sais pas, je veux lire ça, moi. Vous soulignez tout ce qui est loup-garou, tout ce qui est politique municipale, vous surlignez chaque personnage après, donc le maire, le gars qui revient après avoir passé son enfance très loin en banlieue parisienne, donc, le loup-garou, donc la fille qui veut partir naviguer, le notable à l'air louche, j'en sais rien, et la vieille du village qui fait des prophéties. Voilà, et vous voyez par exemple que peut-être en fait c'est la fille qui va partir naviguer qui fait des prophéties, ou c'est le gars qui revient de Paris qui fait des prophéties, ou vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui fait des prophéties parce que tout ce qui est autour des prophéties c'est que des enchaînements faibles en et puis. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un travail que vous pouvez faire, qui est un travail de scénariste pur, mais ça aide à structurer les histoires. Après aussi, une fois que vous avez écrit votre synopsis, vous pouvez vous demander pourquoi j'écris cette histoire, ma raison forte de l'écrire. Ça, voilà, déjà dit dans d'autres épisodes. Vous l'écrivez par exemple en rouge, vous collez à votre mur. Tout ce qui ne rejoint pas cette raison forte d'écrire l'histoire, pouf, vous virez. Ou vous voyez aussi ce qu'on fait souvent quand on est sur ses premières histoires. Moi, j'ai eu la chance de faire ces erreurs-là en scénario, en fait, et en école de scénario. Donc, c'est-à-dire à un moment où ça n'impactait pas mes livres. On veut faire un gâteau 100 fois bon. On met plein d'ingrédients qui ne vont pas ensemble. Ou on en met trop. Et là, il faut en enlever. Le gâteau 100 fois bon, c'est un livre jeunesse où ils font un gâteau avec du chocolat, des rillettes, tout ça. Voilà, que des bons ingrédients, mais qui ne vont pas forcément ensemble. Et par exemple, vous bossez avec les surligneurs, vous soulignez tout ce qui est loup-garou, tout ce qui est politique municipale. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez à la fois assez pour faire
un livre avec la politique municipale, un avec les loups-garous et un avec une vieille qui fait des prophéties. Et peut-être là, vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie de raconter toutes ces histoires en une, ou est-ce qu'il faudrait pas mieux que je fasse un livre sur la politique municipale en Vendée, parce qu'en fait, je veux rendre hommage à mon père qui a été conseiller municipal, donc à La Roche-sur-Yon, un livre avec une vieille qui fait des prophéties, et un livre avec un loup-garou qui a envie de naviguer. Voilà, non mais ça a l'air bête, mais c'est vraiment, j'ai vécu des trucs assez similaires en fait en scénar. Et donc de vous dire peut-être que finalement je veux faire 2 livres et qu'il faut que je prenne le temps d'en écrire un. Et tous les éléments que vous laissez de côté, bah, c'est peut-être les éléments d'un autre livre qui va être méga cool aussi. Voilà. On a promis 3 réponses, mais je suis pas sûre que la mienne va beaucoup vous aider. J'ai tendance à avoir ce truc où les idées, au bout d'un moment, moi je ressasse les idées beaucoup, et notamment je vais marcher en période de préparation, marcher ou nager ou voilà, mouvement souvent, mais marcher pour moi est le meilleur moment de laisser les idées décanter. Et il y a un moment où des idées vont rester, je le sais. Mais comme je suis la championne de l'émergence organique dans le podcast, je le sais instinctivement dans mon corps. C'est ça. Ça, c'est l'idée. Puis de temps en temps, des idées qui sont là, je joue avec et puis je sais pas, elles s'incrustent pas, elles me glissent dessus. Donc il y a un moment donné où à force de ressasser, de tourner en boucle et de faire des kilomètres et de penser en faisant des kilomètres, il y a un moment où l'histoire disons, ça s'agrège ou ça ne s'agrège pas. Mais je fais pas un travail conscient comme m'asseoir avec un surligneur ou... Donc moi, je conseille la marche. En plus, ça fait du bien. Et aussi, une autre technique qui peut être utilisée avec celle évoquée plus haut, c'est, si c'est votre truc, parler à des gens cool et tester vos idées sur eux. Et vous verrez bien, même à leur tête, en fait, vous verrez le moment où ils seront là. Et puis le moment au contraire, ils seront là. Voilà. Et juste comme ça, déjà, ça vous donnera une idée de « Ah ouais, ce truc-là, ça marche vachement ». Alors, ce truc-là, visiblement, là, tous, ils sont en train donc de penser à leur liste de courses pendant que je suis en train de leur raconter l'histoire. C'est peut-être pas la meilleure idée. Dernière question, du coup, qui était plus par en haut, là-bas, au milieu. Et moi, je suis pas d'accord. Hein. Je veux dire, les loups-garous, ça va totalement avec la police municipale à La Roche-sur-Yon. Non, mais après, il y a 2 éléments bizarres qui peuvent aller ensemble, tu vois. Mais si t'as déjà beaucoup d'éléments de politique municipale et qu'en plus, donc, t'as une histoire d'amour impossible entre le notable et la vieille qui fait des prophéties, peut-être que les loups-garous sont un peu de trop. Je suis sûre qu'ils portent bien l'uniforme. Merci. En fait, vous avez déjà un petit peu répondu à la question. En fait, c'était un peu lié, mais je vais faire sens plus large. En fait, c'est comment est-ce que vous faites pour vous faire confiance ? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans beaucoup des réponses, en fait, c'est un peu dans le cas des blocages, etc. Le fait de pas regarder en bas. En fait, c'est comment on fait pour se faire confiance ? Parce que, enfin, je parle pour moi évidemment, mais moi, c'est mon problème, c'est que quand je me mets tout le temps à un moment à conscientiser des trucs. Et je me dis toujours, il faut se laisser aller, lâcher prise. Et en fait, comment on fait pour se faire confiance ? Alors, pour moi, j'ai 2 solutions, très simples. 3. Il y a des trucs que je veux absolument écrire, c'est là, ça veut sortir. De toute manière, il faut que je les écrive, sinon ils vont m'embêter. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Alors, après, mes 2 autres solutions, il y en a une, c'est Jérôme. Voilà. C'est-à-dire, je fais confiance à Jérôme, il me dira si ça va pas. On peut avoir le numéro de Jérôme tous. Non, mais il faut que tu trouves... En fait, il faut que vous trouviez votre propre Jérôme. Voilà, Jérôme, il bétalie déjà trop de gens. Donc, il faut que vous trouviez votre propre Jérôme. Il faut que Jérôme ait le temps d'écrire ses livres. Parce qu'il écrit aussi très bien. Mais trouvez quelqu'un de confiance qui, justement, dans les moments de doute, est là pour vous aiguiller. Parce que par moment, effectivement, on n'est pas la personne qui a le plus de recul sur ses propres textes. Et pareil, trouvez des éditeurs dont vous aimez le boulot. Et eux aussi, ils vous aideront à y voir clair. Parce qu'évidemment, se faire confiance à soi, enfin, ouais, je pense qu'on est beaucoup à pas être les champions de la confiance en nous ici, dans cette salle. Voilà. Mais après, ça vient, comme je disais, ça vient après avec l'expérience. C'est au début que c'est très compliqué. Au bout d'un moment, on sait qu'on a réussi à courir dans le vide sans se casser la gueule. Donc, on recommence en sachant ça. Mais le seul moyen, c'est d'y aller, en fait, de foncer dans le tas. Et en sachant, et je pense en gardant en tête, que n'importe qui, parmi les auteurs et autrices publiés, expérimentés, les best-sellers comme les inconnus, tout le monde a galéré et tout le monde est passé par cette trouille. Je crois que le syndrome de l'imposteur et la peur de ne pas y arriver, je connais pas beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ne l'ont pas. En fait, c'est le grand secret, on a tous la trouille. Hein. Avoir la trouille ne veut pas dire qu'on est en train de se planter. C'est juste... J'ai vécu jusqu'à cet âge, Mélanie, pour t'entendre. Il faut foncer dans le tas. Je sais que c'est pas ça que tu voulais dire, mais c'est pas grave. Je le garde quand même pour moi, près de mon cœur. Non, je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est l'aspect fake it till you make it, quoi. C'est-à-dire, c'est c'est accepter que ça, c'est là.
que cette peur est là, que cette conscientisation parasite elle est là, et du coup essayer de trouver des astuces, y compris des petits machins au quotidien. Moi je bosse beaucoup avec avec un casque réducteur de bruit en isolation presque sensorielle totale, parce que je me suis rendu compte que ça m'aide. Mais de manière générale, en fait, cette espèce de cerveau reptilien qui nous parasite et qui fait ouais mais de toute façon ce que tu fais c'est pas bien, tous ces trucs là en fait se court-circuitent au bout d'un moment quand on travaille suffisamment longtemps dans un truc. Mais par contre, c'est un travail qu'il faut refaire tous les jours, hein, on est d'accord. Mais c'était Robert Sheckley qui disait moi j'ai une astuce pour justement vaincre la peur et la page blanche, etc. Il se mettait devant sa machine à écrire, et s'il y a rien qui venait, il tapait son nom en boucle, Robert Sheckley, Robert Sheckley, Robert Sheckley. Puis au bout d'un moment, son inconscient disait ah c'est trop chiant, vas-y, je vais te donner un truc à écrire. Alors effectivement, et je pense que ça marche pour de vrai, mais je pense que ça marche pour de vrai parce que en fait le plus difficile c'est de s'y mettre. On le sait globalement, c'est la peur, elle est là. Et une fois qu'on a fait la décision consciente de s'y mettre et qu'on a fini par se rentrer dedans, une fois qu'on a réussi à rentrer, le truc disparaît et c'est là que ça se passe. Donc pour moi le hack très pratique au sens praticité de applicable, c'est de revoir comment on fonctionne dans cette espèce de trouille pour rentrer dans sa session de travail, arriver à le raccourcir le délai, la difficulté le plus possible, parce qu'une fois qu'on rentre dans le boulot, justement ces questions-là ne sont plus là. Donc c'est arrivé à tromper en fait son cerveau reptilien, c'est arrivé à se hacker soi-même quelque part pour arriver à ce stade-là. Mais oui, on l'a toujours. Moi je joue ma vie tous les jours devant le clavier. Mais jour après jour on le fait quand même. Et puis au bout d'un moment il se passe un truc quoi. Oui, et puis il y a des moments cool. Faut pas oublier les moments cool. Oui, absolument. Après aussi, tu parlais des trucs et astuces pour rentrer dedans plus vite. Moi, là, pareil, réponse différente, je suis l'inverse de Lionel. C'est-à-dire que moi, je bosse beaucoup en musique, au contraire. Et que avoir en fait des musiques, j'ai des playlists par roman, comme aussi j'écris dans ambiances différentes. Et au bout d'un moment, quand je mets la playlist du livre, ou par exemple, là, quand je vais reprendre les corrections du pavé maritime, j'ai une playlist avec plein de chants de marins, entre autres. Et donc je vais me remettre et j'ai l'impression que mon cerveau maintenant il associe playlist chant de marin, on bosse le pavé maritime et donc je mets beaucoup plus vite dedans en fait. Et voilà, donc moi ça m'aide, mais pareil on fonctionne tous différemment. Moi c'est vraiment d'avoir des playlists spécifiques par projet. Non, ça marche hyper bien, hein. Ça a l'air d'une coquetterie, mais pas du tout. Tu te fais ta propre bande originale et tu fais ah ouais non mais ça c'est tellement épique, oh, j'ai envie d'y aller et voilà. Des chansons correspondent aux humeurs des personnages. Je viens de le faire sur un texte. Et je me passais la playlist en boucle avant d'écrire. Et effectivement, il y a des chansons qui sont associées à moi, les personnages ressentent ça. C'est vers ça que je tends. Et j'ai l'impression que de l'écouter en boucle, ça colore la façon dont je l'écris. Et aussi, quand il y a la petite voix du doute, la qui arrive, qui dit est-ce que tu es sûr que c'est bien ce que tu es en train d'écrire? Alors, je lui dis non, mais de toute manière, ça va être corrigé, tu sais. Et puis, l'autre truc, c'est que la petite voix du doute, elle rebondit. Elle se cogne contre la chanson qui est en train de passer. Et ça éteint la petite voix du doute. Parce que derrière, il y a des marins irlandais qui sont en train de bloquer, il y a des fantômes qui sortent de l'océan. Et mine de rien, c'est assez efficace, dans mon cas, pour effectivement, les pensées parasites, elles se perdent dans la musique. Et c'est beaucoup, il y a quand même tout ça, c'est les pensées parasites quand on écrit, de la trouille, de tout ça, de est-ce que je fais bien mon taf, est-ce que je mérite vraiment ça et tout. Et la musique les noie un peu pendant que je suis en train d'écrire, en fait. Donc tu conseilles de noyer des marins irlandais? Non, juste les pensées parasites. Pardon, j'écris du fantastique, ça l'éteint. Mais il y a plein de noyés, justement, tu vois, dans ce livre, donc c'est ça qui est bien. Ça, c'est cohérent. Juste un dernier truc sur ce que tu disais, il va falloir qu'on boucle, mais désacraliser le premier jet à fond, en fait. Il y a toujours cette espèce où on dit, oui, il faut accepter que le premier jet, il est pas parfait, etc. Mais pour moi, à mon avis, il faut aller carrément à l'écran d'après, quoi. Accepter et conceptualiser et intégrer que le premier jet, il est là pour être mauvais. Et vivre dans la joie de ça, en se disant, c'est Anne Lamotte, je crois, qui en anglais dit embrace the shitty first draft. Et c'est write a shitty first draft. Et voilà, c'est peut-être moi qui rajoute un embrace, bref, peu importe. L'idée, c'est j'écris un premier jet pas bien et c'est ma joie. Et parce que quand on se dit non mais c'est pas grave si le premier jet il est pas bien, il y a toujours ce côté ouais mais j'aimerais bien qu'il le soit quand même. Et retour à la case départ quoi. Donc non on y va, écrit de la merde, c'est pas grave, allez boum. Et de toute façon la correction c'est comme les autrices sont des rois de la procrastination. Du coup on peut repousser au futur soi le travail de corriger et de démêler la pelote.
Et on est très mauvais juge aussi, au premier jet, de ce qu'on écrit. Il y a des trucs, on se dit, oh, je suis tellement fort, alors lui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et inversement, des scènes qu'on a sorties, mais avec tout le sang, en disant, ah, mon Dieu, je vais faire autre chose. Et on les relit, on fait, la vache, c'est hyper bien. Donc, moi, je trouve, on ne sait pas juger la qualité de ce qu'on fait à l'écriture. Après, j'allais rajouter un truc, pardon. Pour moi, c'est même à un niveau beaucoup plus micro que la question du premier jet. Bon, en même temps, j'écris des textes micro, donc tout ça se confond un peu. Je suis en train de redécouvrir, moi, pour avoir arrêté la fiction à un moment donné, ce truc de aujourd'hui, je suis pas dans l'ambiance. Aujourd'hui, je vais pas y arriver. Cette trouille qui est là, elle dit si tu vas y arriver, tu te forces à écrire en général quelques lignes, quelques paragraphes, et je constate et je le reconstate à chaque fois, et je suis en train de le réapprendre. C'est que les premières phrases, à la limite, vont être un peu maladroites. Je m'en fous, je les reprendrai plus tard. J'écris une phrase, 2 phrases, 3 phrases, et il y a un moment où l'élan est là. Et je me fixe, allez, je fais 2 paragraphes. Au bout du 2e, j'ai envie de faire le 3e, j'ai envie de faire le 4e. Il faut réussir à se mettre dans cet élan. Et parfois, ça nécessite de se bousculer un petit peu au départ. Et écrivez. Il en reste toujours quelque chose quand vous écrivez. Eh bien, il nous reste à vous. Merci d'être venus si nombreuses et d'avoir posé vos questions. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez à l'Ouest-sur-Lan.